sont là, elles sont en place et elles vont nous montrer un beau spectacle à coup sûr. Elles vont être deux à s'élancer dans la même seconde, et bien en même temps tout simplement. Voilà, elles sont là, Glazirina et Charvatova prennent le départ en même temps puisque vous l'avez sans doute suivi. On est ensemble depuis 18 h sur la chaîne L'équipe et elles ont terminé dans la même seconde, Glazirina et Charvatova sur le sprint. C'est donc logiquement que leur écart, l'absence même de cet écart est donc repris sur cette poursuite. Et de toute façon, eh bien, c'est très très serré. Elles sont 33 au départ, très exactement. Mais les 20 premières sont en moins de 30 secondes. Les 10 premières en 12 secondes. C'est un programme alléchant qui nous attend, Alexis, pour cette poursuite féminine des championnats du monde de biathlon d'été. Ah oui, effectivement, on est quasiment sur une mass start parce que toutes les athlètes sont parties en même temps, en tout cas celles qui vont essayer de jouer à la victoire. Alors c'est toujours possible, on le sait en biathlon, sur une poursuite de faire de belles remontées. Mais quand même, celles qui sont parties dans le premier paquet ont un peu plus de chance que les autres. On va avoir des belles courses. Autant sur les sprints, on a bien pris le temps de vous expliquer un petit peu toutes ces spécificités liées au ski à roulette. On va essayer de suivre un petit peu plus les courses là sur ces poursuites. Évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, le hashtag l'équipe biathlon sur les réseaux sociaux. On continue à vous répondre, mais effectivement assez impressionnant là. Un vrai peloton qui est en train de se regrouper en tête de cette course avec toutes ces filles qui sont parties en même temps. Et justement, on va découvrir un petit peu plus la piste. C'est la même chose, l'hiver, quand on est sur des sprints, on voit surtout le tir. Et par contre, quand on passe sur les poursuites ou sur les mass start, on a l'occasion de voir ces pistes. Alors là, ces pistes de ski à roulette, on les découvre. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme je vous le disais, c'est vraiment des pistes qui permettent d'évoluer dans la forêt comme si on était sur des skis l'hiver. Alors oui, certes c'est du goudron, il faut bien pouvoir rouler sur quelque chose. Mais par contre on se retrouve vraiment dans un espace naturel. Et vous le voyez, il y a des montées et des descentes exactement comme sur la neige. Donc, je le rappelle, avec des skis à roulettes on ne peut pas vraiment s'arrêter. On peut essayer de freiner par plusieurs moyens qui nous permettent de ralentir, mais il faut quand même essayer de faire très attention. Donc on a vraiment des pistes qui sont faites exprès pour un certain type de roulement de ski à roulette. Donc n'allez surtout pas sur une de ces pistes avec des skis avec des rollers ou des skis à roulettes trop rapides, parce que vous passerez pas les virages et vous allez tomber. Donc il faut surtout pas faire ça. Si un jour vous allez sur une piste de ski à roulette en France ou à l'étranger, allez-y vraiment avec du matériel spécifique. Il faut avoir des roulements lents, sinon ça peut être extrêmement dangereux. Donc on a une belle largeur de piste sur ce stade de Minsk. Ils ont vraiment pas fait les choses à moitié, donc ça permet à 3 athlètes de skier de front. On le voit. Le damage, il est forcément très bon, le goudron n'évolue pas. On a ce petit paquet qui s'est regroupé en tête. Avec l'intermédiaire qui nous a permis de voir donc que les 17 premiers dossards étaient ensemble sur la première partie de course de cette poursuite. Là, on va avoir un premier écrémage avec le premier tir. Ça ne change pas. C'est comme l'hiver. 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés et 2 debout pour ces filles qui vont parcourir au total 7,5 km dans cette poursuite. Et les Russes qui ont bloqué pour l'instant les 2 premières places. Et les athlètes, comme l'hiver, encore une fois, qui sont en train de tout de suite passer en mode tir. On essaye de se concentrer sur ce qu'il va y avoir à faire. On essaye de se rappeler comment on enlève le plus vite possible sa carabine. Parce que c'est vrai que là, les athlètes, jusqu'à présent, ont surtout fait de l'entraînement. Donc on répète des gestes, mais on ne les fait pas forcément en mode compétition. Là, aujourd'hui, il faut être capable de les faire très vite. On a vu le vent. Là aussi, c'est la même chose. Les fanions rouges qui indiquent la force du vent et la direction de celui-ci. Actuellement, il y a un léger vent vers la gauche qui, normalement, sur un tir couché, n'a quasiment pas d'influence. Il faudrait quand même faire peut-être aller 1 ou 2 clics vers la droite, faire attention que le vent ne forcisse pas. Mais il risque d'y avoir de bons tirs. C'est Merkushina qui va pouvoir ressortir la première avec Slivko, avec Voronina, également Suravok
et Abramova. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs, hein, du déchet pour ces filles. La chinoise Zhang s'en sort également bien. Et Merkushina va donc pouvoir ressortir avec la russe, les deux russes même. Elles sont 3 désormais en tête. L'ukrainienne, les 2 ukrainiennes Zouravok et Abramova sont un peu plus distancées. Ça a enchaîné, hein. Ça allait très vite sur Cyr, elles étaient quasiment 20 en même temps. Et tout de suite il y a eu un bel écrémage. Kyrioko qui ressort à l'instant, à 20 secondes, qui peut encore essayer de revenir. On va essayer de voir un petit peu là qui c'est qui est ressorti dans les premières positions. Donc c'est Merkushina devant Slivko, devant Voronina, Zouravok, Abramova, Charvatova, Sola, Zhang, la chinoise. On en parle pas mal des chinois justement avec Jean-Pierre depuis tout à l'heure. Elle est bien là, Semerenko, Glazirina et la deuxième sœur Semerenko qui arrive 11e. Et il va falloir qu'on soit vigilant, hein. On va essayer de vous guider au mieux, mais il y a 2 Zhang sur cette start list. Et bien c'est celle avec le dossard 12, Yan Zhang, qui est parti avec 12 secondes de retard sur la tête, qui est bien ressorti dans le premier paquet. Il y a un deuxième dossard, Zawan Zhang, qui elle a le dossard 20 et qui est repartie elle avec 36 secondes de retard sur la tête au début de cette poursuite. Alors je profite de ce plan de caméra justement pour reparler du Martin Nordic Festival, du Martin Fourcade Nordic Festival, pour justement essayer de créer un petit peu des vocations pour regarder cette course et vous dire que là vous voyez une piste qui est sur un site dédié, mais par contre sur le Martin Fourcade Nordic Festival ce sera vraiment dans Annecy, en plein centre-ville, au bord du lac. Donc ce sera vraiment une piste et des vues qui seront vraiment spécifiques. Et on verra comment Martin, comment Simon Détieux, comment Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona, Johannes Bau et tous les autres vont évoluer justement sur ce parcours qui va être un petit peu spécifique, hein. Il va falloir faire attention. Là on voit c'est une piste qui est vraiment dédiée pour le sport du biathlon. Il n'y a pas de bouche d'égout, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Sur le Martin Fourcade Nordic Festival, il y aura un petit peu des petits pièges, donc il faudra que les athlètes soient vigilants et se placent correctement sur leur ski roue. Vous avez commencé à énumérer quelques noms, Alexis. On va les citer, hein. Johannes Bau, Antonin Guigona, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, Lucas Hofer, Bénédicte Doll, Dmitri Malichko, Martin Fourcade. 7 des 12 meilleurs athlètes de la saison passée. C'est aussi absolument exceptionnel chez les filles avec Dorothée Avireur, Lisa Vitozzi, Justine Brezaz, Kaisa Makarainen, Franziska Preuss, Paulina Fialkova, Ekaterina Yurlova et Monika Onitz. Ça a été compliqué de les convaincre. On imagine que quand on s'appelle Martin Fourcade, tout le monde voulait participer. Effectivement, c'est Martin qui s'est chargé d'inviter tous ces athlètes. C'est son festival, c'est lui qui est au cœur de l'organisation. Et il s'est fait plaisir en invitant les athlètes qu'il souhaitait voir face à lui. Alors, vous l'avez remarqué, hein, dans ces start lists qu'on vous annonce, il y a seulement 8 athlètes au départ. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de créer, justement, c'est en plein centre-ville d'Annecy, donc on crée un pas de tir éphémère. Vous ne pouvez pas faire un pas de tir de 30 cibles comme ce qu'on voit à l'image sur cette course à Minsk. Donc on fait un pas de tir avec 8 cibles, et donc on a 8 athlètes par sexe au départ. Mais parmi ces 8 athlètes, on a quasiment les 8 meilleurs à chaque fois. Donc le spectacle sera bien là, les athlètes seront accessibles. Il y en a certains qui seront là pour des séances de dédicace, il y en a certains qui seront là pour des photos. Les réseaux sociaux avec le hashtag l'équipe biathlon, vous savez si on pourra aborder des biathlètes au Martin Fourcade Nordic Festival. Oui, on pourra en aborder, ils seront là, il y en a certains qui se déplaceront dans le village de l'événement. C'est pas comme sur la Coupe du Monde l'hiver où tout est vraiment dissocié entre la partie athlète et la partie publique. Là, le but, c'est vraiment que les athlètes puissent aller justement évoluer au sein des espaces qui sont réservés au public pour pouvoir rencontrer les gens. Alors, bien sûr, s'il y a énormément de monde, les athlètes ne pourront pas voir tout le monde individuellement, mais le but, c'est vraiment de créer une proximité et des moments d'échange entre eux et vous. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, la chaîne L'équipe vous fait évidemment vivre l'événement samedi 14h15. Attention à Semerenko. Ouais, c'est elle la plus rapide. Valj Semerenko, une des 2 sœurs qui va pouvoir ressortir. Elle va être accompagnée par Voronina. Il reste des cibles à blanchir pour les autres filles. Zouravok va pouvoir ressortir. Abramova également. Et Zhang, la chinoise, qui continue sa remontée, qui va sortir à son tour de ce pas de tir.
Zhang qui a mis un peu de temps à remettre sa carabine au dos, c'est ce genre de choses hein, que Jean-Pierre peut leur apporter, leur expliquer un petit peu mieux comment faire, essayer de trouver un peu plus de régularité au moment où on met la carabine sur le dos, où on s'installe, on se désinstalle. C'est vrai qu'en biathlon on n'en parle pas toujours l'hiver parce que ça passe très vite, il y a beaucoup de choses à dire, mais le chronomètre ne s'arrête jamais, donc il faut être bon partout, et si à un moment je mets trop de temps à m'installer derrière la carabine, bah, je perds du temps. Donc ça c'est des choses qu'on travaille en permanence à l'entraînement, et c'est ça qui fait la différence entre certaines grosses nations et certaines plus petites nations. C'est que dans les grosses nations on fait vraiment tout correctement, on laisse absolument pas de marge d'erreur, on essaie de soigner les détails. Et certains en ont même fait leur spécificité. On pense notamment aux installations et désinstallations hyper rapides de Lucas Hofer. Justement, on en parlait, il sera bien là hein, au Martin Fourcade Nordic Festival. Ouais, Lucas Hofer qui a vraiment des techniques particulières, et c'est même poussé à l'extrême hein. On l'a vu avec certains athlètes qui essayaient de l'imiter. En fait, Lucas Hofer, il enlève sa carabine tellement vite, il a une façon de faire en fait où il jette la carabine en l'air et elle retombe toute seule sur ses épaules. Donc bah forcément, si c'est bien calé, c'est nickel, la carabine se remet sur le dos et on a gagné du temps. Par contre, si jamais il y a quelque chose qu'on loupe, et ben la carabine elle retombe soit sur la neige, soit sur le goudron. Et on a vu des vidéos d'entraînement où certains des biathlètes essayaient de reproduire ce que faisait Lucas Hofer, et même lui-même hein, se fait avoir parfois à l'entraînement où la carabine tombe. Donc voilà, on voit que c'est bien d'essayer de faire les choses à fond, de soigner les détails, mais il faut quand même essayer de trouver une technique qui est fiable et qu'on peut répéter à chaque fois. Parce que c'est bien beau d'être le plus rapide de temps en temps, mais il faut surtout être capable de le faire à chaque fois. Ça a été la technique hein, par exemple de Martin pendant longtemps, de pas forcément être le plus rapide au niveau du tir, d'avoir quand même un tir malgré tout très rapide, mais son but premier était avant tout de mettre les 5 cibles dans la cible, les 5 bas dans la cible pardon. Et c'est grâce à ça qu'il a enchaîné ces 6 belles saisons. Elles étaient 17 tout à l'heure dans le groupe de tête à passer à l'intermédiaire. Désormais, elles sont 2 avec Val Semerenko, avec Voronina qui se tiennent en moins d'une seconde. Et puis derrière, vous le voyez, il y a encore du monde quand même dans cette dizaine de secondes pour aller chercher ce titre de championne du monde de biathlon d'été sur cette poursuite que nous sommes en train de vivre sur la chaîne L'Équipe. Et on vivra évidemment tout à l'heure la poursuite masculine également. On est ensemble jusqu'à 21 h, je vous le disais. Notez la suite de votre programme sur la chaîne L'Équipe ce soir avec notamment un épisode de l'homme le plus fort du monde. Ce sera juste après le biathlon, et puis l'équipe Mercato présentée par France Pierron débriefera le match PSG Toulouse. Ce sera tout à l'heure après le match à partir de 22 h 50. Tout s'affiche sur votre écran. C'est bien ce que fait Semerenko, elle ne laisse pas les autres rentrer. Alors attention, on l'a vu, la chinoise se replace bien, elle était toute seule sur la droite de l'écran tout à l'heure dans la montée. Elle est ressortie à 15 secondes, elle est déjà revenue 3e il me semble. Il va y avoir des dégâts hein, sur ces tirs debout. On est sur une période de l'année où les athlètes ne sont pas encore vraiment habitués à tirer avec un rythme cardiaque très élevé. Donc autant sur le coucher on peut s'en sortir, on est allongé et c'est vraiment un tir très technique. Par contre le tir debout c'est un tir d'engagement, c'est un tir où il faut s'adapter à ce qui se passe, et quand on a moins l'habitude ça peut quand même faire des différences. On va voir justement celle qui est capable de vraiment réaliser un bon tir. Allez, Semerenko qui va s'installer à la cible numéro 1. On commence à rentrer dans vraiment la partie où ça compte. Il faut ressortir correctement de ce premier tir debout pour pouvoir jouer la victoire sur le tir suivant. Il y a des erreurs pour Semerenko qui passe totalement à côté. C'est beaucoup mieux pour Charvatova, pour Voronina qui vont pouvoir ressortir ensemble. Et Zhang qui continue de créer la surprise. La chinoise qui va pouvoir rejoindre ses filles. Elles sont désormais donc 3 en tête.
Ah, c'est mieux pour la sœur de Semerenko. Valj a totalement craqué, mais pour Vita, elle va pouvoir ressortir. Kuklina, Redstova, finalement, il y a quand même quelques filles qui s'en sortent bien. Il y en a qui s'en sortent bien et typiquement, hein, ce que j'annonce un petit peu avec la première des sœurs Semerenko, c'est produit. Une athlète qui n'est pas forcément encore habituée à tirer en étant très essoufflée. Elle se fait surprendre sur les premières balles. Ensuite, derrière, bon, elle retrouve un rythme cardiaque légèrement plus faible qui est redescendu. Que les athlètes en gros arrivent avec des pulsations cardiaques aux alentours de 170 pulsations minutes sur ce premier tir, voire même plus élevé. Puis derrière, en fin de tir, ça peut redescendre aux alentours des 140, des 130, voire un petit peu plus bas pour ceux qui ont une capacité de récupération très rapide. Donc on a parfois du mal comme ça quand on n'est pas habitué à tirer ses premières balles parce qu'on est très essoufflé et ça bouge beaucoup. Par contre, derrière, une fois qu'on a eu le temps de souffler un peu, ça revient. Allez, elles sont 3 désormais à partir en direction de ce dernier tir et pourquoi pas de la victoire. Alors est-ce que Zhang va être capable de rentrer à ski pour revenir sur les 2 premières? Eh bien, on va avoir la réponse à cette question dans quelques instants. On marque une toute petite page de pub, mais vous ne louperez rien de cette course. On se retrouve juste après. L'événement biathlon et ski roue avec MGEN, Mutuelle, Santé, Prévoyance. Vainqueur de la Strade Bianchi, de Milan-San Remo, de la Flèche Wallonne. Là, j'ai du mal à réaliser. Et après un Tour de France phénoménal, Julien Alaphilippe est de retour à la compétition sur le Tour d'Allemagne. Du 29 août au 1er septembre, suivez le prodige du cyclisme français sur la chaîne L'Équipe. Tu vas où? Je viens de changer de banque. On part en week-end à Rome. Je t'attends dans la voiture. Avec Fortunéo, c'est comme si vous profitiez déjà de vos économies. 0 € de frais de tenue de compte et jusqu'à 360 € d'économie. Fortunéo, c'est pour ça que j'aime ma banque. Et si on se faisait livrer? Did somebody say just eat? Ooh. Did somebody say just eat? Did somebody say just eat? Yeah, yeah. Did somebody say just eat? Non, j'ai pas trop faim. Maintenant, je rigole. Did somebody say just eat? L'événement biathlon et ski roue avec MGEN, Mutuelle, Santé, Prévoyance. De retour à Minsk où on vit ensemble les championnats du monde de biathlon d'été. Un véritable amuse-bouche avant cette saison de Coupe du Monde qui nous attend. Je vous rappelle la date, hein, le 30 novembre à Östersund, le lever de rideau de cette saison de Coupe du Monde de biathlon. Mais avant cela, vous l'avez noté évidemment, le Martin Fourcade Nordic Festival. Ce sera samedi prochain et sur le papier, ça devrait ressembler quand même pas mal à ce que vous voyez actuellement, du biathlon avec des skis à roulettes au pied sur du béton. On sera évidemment en direct d'Annecy pour vous faire vivre tout ça. Ce sera samedi à 14h45. Notez bien le rendez-vous. Mais en attendant, c'est donc une poursuite femme que nous sommes en train de vivre et que 3 filles pourraient aller chercher ce titre de championne du monde de biathlon d'été. Charvatova, Zhang et Voronina, elles sont pour l'instant les mieux placées, mais vous le voyez à cet intermédiaire, eh bien elles ne sont pas bien loin. Les poursuivantes, une vingtaine de secondes à peine. Tout est donc encore possible puisqu'il reste un dernier tir. 20 secondes, c'est en gros une pénalité, c'est ce qui sépare ce deuxième groupe des 3 premières. Il va falloir faire attention, hein, si l'une d'entre elles réussit à faire le sans faute, elle s'élancera peut-être pour la victoire. Zhang qui a l'air bien, elle parvient à rester dans les skis de Charvatova. Par contre, on voit, la Russe est en train de craquer. Donc on va être 2 finalement pour vraiment se battre sur ce dernier tir. Par contre, si l'une d'entre elles part à la faute, ben, la Russe pourra en profiter. Charvatova qui compte déjà une victoire, donc elle a le dossard numéro 1, victoire sur le sprint
Elle a terminé 2e du super sprint ici. Alors elle porte le dossard numéro 2 pour être très précise, mais elle est arrivée à égalité, souvenez-vous, avec Glazirina dans le même 10e de seconde qui lui a permis de monter sur la première marche en compagnie de la Russe et d'obtenir cette médaille d'or. Le dossard 2 donc de Charvatova, sacré sur le sprint, 2e du super sprint, 26 ans face à la toute jeune Zhang, 23 ans à peine. Ouais, Zhang, il va falloir s'en méfier parce que je trouve qu'elle montre quand même de belles choses. Elle a face à elle quand même une Charvatova qui est régulière sur la Coupe du Monde et qui a une vraie référence. Et Voronina, il va falloir là aussi la surveiller. Elle est quand même bien revenue, hein. Je pensais qu'elle prendrait plus d'avance toutes les deux. Finalement, elle a réussi à rentrer avant le tir. Donc elles sont bien là, toutes les trois, derrière le deuxième groupe qui pourrait en profiter en cas d'erreur. Il y a déjà une erreur pour Charvatova. Ça, c'est vraiment son point faible, les tirs debout, Charvatova. Ouais, le cauchemar qui continue pour Charvatova, qui aura donc 3 erreurs. C'est dans un mouchoir de poche entre Voronina et Zhang. Une erreur chacune. Alors est-ce que les autres vont pouvoir en profiter? Une faute déjà pour Sola. Avec Ryuko, on va la surveiller. Elle peut être dangereuse. C'est Merenko qui part avec le sans faute. Où sont les autres? On va voir ça à la sortie de l'anneau de pénalité. Elles sont déjà sorties. Elles vont sortir avant, ouais. Vitas et Merenko, également Kuklina, qui vont désormais aller chercher Voronina et Zhang qui elles sont sorties en même temps. 3/10 à peine, c'est par la Russe et la Chinoise. Alors il y a une petite information que j'ai peut-être pas donnée. Alors en toute transparence, je vais être très honnête, je ne le sais pas. Normalement le tour de pénalité fait 150 mètres par rapport aux distances normales. Là les distances ont été légèrement raccourcies. On est sur une poursuite qui normalement doit faire 12 km 5 pour les filles et qui aujourd'hui finalement est un petit peu moins longue que ça. Ouais, 7,5. Elle est à 7,5, donc je pense que l'anneau de pénalité a été réduit et c'est pour ça qu'on a vu les athlètes avoir le temps de faire l'anneau de pénalité et de malgré tout ressortir devant Semerenko. Donc ça permet à Voronina et à Zhang de rester avec quelques secondes d'avance sur l'Ukrainienne. Par contre attention, l'Ukrainienne qui est quand même très rapide en ski, elle pourrait rentrer dans ce dernier tour. On va voir ce que ça donne. Elles sont en train de se battre les deux en tête. Alors est-ce que Zhang va réussir à garder le rythme, à rester au contact? On va peut-être vivre une arrivée au sprint. Alors Voronina, on l'a vu tout à l'heure dans l'avant-dernier tour, elle a eu du mal à tenir dans la grande montée. Zhang, elle, avait l'air beaucoup plus facile pour suivre. Là on le sent, Voronina elle est à fond, elle essaye de prendre de l'avance pour s'élancer dans ce dernier tour, mais il va falloir voir ce que ça donne pour Zhang. En tout cas, je trouve que Zhang skie très bien au niveau technique. C'est bien de découvrir comme ça une athlète qu'on connaît peu. Il va falloir quand même la surveiller, hein. Je le répète, certes, mais c'est des données qui sont quand même importantes. Une athlète comme ça, un petit peu livrée à elle-même, peut-être qu'elle n'aurait jamais progressé, mais désormais elle est entraînée par Jean-Pierre Amat et ça peut tout changer. Parce que là il y a du talent, elle est en train de partir toute seule, Zhang. Parce que celle que vous voyez devant, elle va se faire prendre un tour, mais Voronina elle peut rien faire du tout. Et c'est Merenko, elle n'est pas encore là, donc il y a maintenant un petit peu de marge pour Zhang, attention. Elle pourrait créer la surprise, le gros coup. Yan Zhang, elle qui a le dossard 12, qui est partie avec 12 secondes d'avance d'ailleurs, 12 secondes de retard pardon, au départ sur Glazirina et Charvatova. Eh bien elle vient de mettre un gros coup d'accélérateur. Alors est-ce qu'elle va pouvoir maintenir sa cadence? C'est fort ce qu'elle fait, c'est très très fort. Là elle skie à belle fréquence. On voit son gabarit, c'est un gabarit très léger. L'hiver elle peut très bien s'exprimer dans les montées, un petit peu à l'image de ce qu'on voit avec par exemple une Kaisa Makarainen qui est capable de monter très vite. Parce que vous voyez, c'est beaucoup plus musculaire pour une Semerenko, c'est des poussées qui sont plus longues. Zhang, alors on n'est que l'été, il y a encore du temps avant l'hiver, il peut se passer encore plein de choses. Mais c'est quand même une athlète que j'ai hâte de voir évoluer sur la Coupe du Monde pour voir ce que ça donne. Elle est jeune, on la connaît peu. Elle est entraînée par un entraîneur de talent au niveau du tir. Et en plus elle a l'air de bien savoir maîtriser ce qu'elle fait sur les skis. Donc attention, ça pourrait être l'une des surprises de cet hiver. Il faudra voir ça début décembre. Eh bien avant les Jeux Olympiques de Pékin, elle envoie un message très fort, Yan Zhang, puisqu'elle vient s'imposer. Elle est désormais la nouvelle championne du monde de biathlon d'été de poursuite devant
Voronina et Vita Semerenko qui n'ont rien pu faire face à l'accélération de la chinoise. 7 secondes au total de différence entre la chinoise et la russe. Et puis derrière, Kuklina Zouravok viennent compléter ce top 6. Elle aussi participera à la cérémonie des fleurs. Il s'agit de Sharvatova. Alors certes, les meilleures n'étaient pas toutes là, elles n'étaient même pas là, mais il y avait quand même des Semerenko et des Kriouko, des vrais athlètes. Merkushina, c'est la même chose, des vrais athlètes de classe mondiale, des vraies références. Et Zhang m'a surpris, on va dire, sur cette course. Moi, c'est surtout son gabarit que j'ai trouvé un petit peu différent de ce qu'on peut voir sur certaines biathlètes d'habitude. C'est plus un gabarit de fondeuse norvégienne, je trouve, Zhang, avec une corpulence vraiment très fine, très légère, qui permet d'aller, comme je disais tout à l'heure, très vite en montée. Un petit peu à l'image d'une Thérèse Johaug, par exemple. On verra ce que ça donne cet hiver. Ça peut, je le répète, vraiment changer. On est encore loin de ce qui peut se passer sur une Coupe du Monde, mais c'est quand même intéressant de l'avoir à ce niveau-là aujourd'hui. Et on va le vivre, ce podium de la chinoise Zhang, alors que toutes les athlètes sont en train d'en terminer. Elles étaient 33 au départ de cette course. Bien sûr, restez avec nous, puisque après avoir vécu le podium de cette poursuite femme et le sacre de la chinoise Zhang, nous vivrons ensemble la poursuite masculine, avec là aussi un très beau plateau. Ils sont 33 à se tenir dans la minute. Et parmi eux, on va surveiller les Belges, les Franco-Belges, Florent Claude et Tom Laegofar, qui sont bien au rendez-vous. Alors que c'est la déception pour la Russe qui avait le dossard numéro 1, Glazirina. Elle ne peut faire mieux qu'une 19e place avec 2 secondes 09 de retard. Cette fois, ça ne souffre d'aucune contestation. Elle est loin derrière. Allez, les derniers dossards qui sont dans la descente et en train d'aller chercher cette dernière ligne droite. On peut décélérer le rythme. Je vous l'explique, difficile de ralentir sur ces skis à roulettes. Et elles sont donc en train d'en finir. Krushinkina, Belchenko, Kosergina. Et la réalisation qui s'attarde forcément sur cette chinoise qui crée la surprise avec son dossard 12. On verra les Chinois. Alors, ce qui peut faire aussi des différences sur cette course, toutes les biathlètes avaient les mêmes skis à roulettes qui sont donnés, je l'expliquais, sur les sprints par l'organisation. Donc tout le monde utilise le même matériel. Attention, pendant l'hiver, il y a du fartage à prendre en compte. Il y a des skis aussi bien à choisir. Et c'est peut-être là qu'il peut y avoir des faiblesses pour cette équipe chinoise, qui peut potentiellement être moins bien fartée que des grosses nations comme l'équipe de France, comme l'équipe de Norvège, comme l'équipe d'Allemagne, comme l'équipe de Russie, qui ont un excellent savoir-faire en termes de fartage, qui sont très réguliers tout au long de la saison. C'est beaucoup plus difficile pour des nations un petit peu moins importantes. Alors les Chinois, forcément, pour préparer les Jeux Olympiques, ils vont investir, ils vont mettre de l'argent, donc acheter les meilleurs farteurs du monde, ça ils seront peut-être en mesure de le faire. Mais pour l'instant, on le sait, hein, la structure de fartage des Chinois n'est pas forcément au niveau de celle des meilleures équipes que je viens de citer. On verra si d'ici les Jeux Olympiques, ils investissent de ce côté-là. Et si ça pourrait leur permettre de donner des meilleurs skis à leurs athlètes. Hein. Il peut y avoir de grosses différences quand même pendant l'hiver en termes de fartage entre un athlète qui est farté comme les meilleures nations et un athlète qui est moins bien farté. Il peut y avoir des fois 10-15 secondes, voire plus par tour de perdu uniquement à cause du fartage. Donc ça, c'est des données qu'il faut prendre en compte, et un petit peu à l'image de ce qu'on voit toute l'année sur la Formule 1, le choix des pneus est très important. L'hiver, le choix des skis est extrêmement important, et c'est peut-être là pour l'instant que Zhang aura aussi à faire des progrès pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs biathlètes mondiales. Elle crée la surprise sur cette semaine
de championnat du monde de biathlon d'été ici à Minsk. Elle qui a terminé 78e au classement général la saison dernière et qui n'a jamais fait mieux sur le circuit mondial qu'une 16e place. C'était en 2013 sur l'individuel des championnats du monde de Nové Město. Mais c'est clairement une semaine réussie, je vous le disais, alors qu'on voit le classement s'afficher, puisqu'elle remporte donc cette poursuite, elle qui avait terminé 12e du sprint, 6e du super sprint et 13e des qualifications. Et bien cette fois, elle va pouvoir lever les bras sur la plus haute marche de ce podium. Podium qui est donc complété par Voronina et Vita Semerenko qui va venir chercher le bronze sur cette poursuite féminine. Vita Semerenko, Ukraine. Третье место. Бронзовую медаль. Женской гонки преследования. Et la Vita Semerenko pour aller chercher cette médaille de bronze. Juste derrière Voronina et Zhang. Donc, je vous avais prévenu qu'il y avait 2 Zhang sur cette start list et qu'il fallait être vigilant. Et bien, je me suis laissé avoir à mon propre jeu puisque c'est Zhaohan Zhang qui a 23 ans. Mais la vainqueur du jour, Yan Zhang, elle a 27 ans. Elle aura 28 ans en mai prochain et elle va donc venir chercher la médaille d'or, la médaille d'argent. Elle est pour Voronina à l'image. And the first place, the winner of the IBU Summer Biathlon World Championships 2019 in Women Pursuit Race is Zhang Yan, China. Первое место. Звание чемпионки мира по летнему биатлону. Женской гонки преследования завоевала... Le sourire de la chinoise qui est donc la nouvelle championne du monde de biathlon d'été sur cette poursuite. Elle s'est imposée grâce à un très beau coup tactique. Elle qui a réussi à semer tout le monde dans une des dernières bosses, juste avant l'intermédiaire. Et bien, c'est la médaille d'or au bout pour Yan Zhang. On va tourner tout de suite une petite page de pub. Et puis, juste après, on se retrouve pour la poursuite masculine cette fois. Et là aussi, il y a la promesse d'un très beau spectacle. Restez bien avec nous, à tout de suite.